Alors c'est un exercice de pop philosophie appliquée que je voudrais vous proposer maintenant et qu'on mène ensemble pour clore cet après-midi sur la connerie. Un exercice qui, à mes yeux, doit nous permettre d'éviter le grand piège que nous tend la question de la connerie ou de la bêtise, le piège qui est celui d'appréhender la connerie ou la bêtise de haut et du dehors, en partant du principe que nous en serions miraculeusement prémunis ou avertis. Mais comment éviter ce tropisme dès lors que l'on prend la connerie pour objet de pensée, qu'on la pose en face de nous et qu'on cherche à en rendre raison? Pour décrypter correctement la connerie, telle est ma conviction, il y a deux exigences fondamentales à respecter. D'abord, lui donner ses chances, en l'explorant de l'intérieur, en se laissant saisir et emporter par sa puissance de séduction. Ensuite, ne pas la poser en face de la raison et de l'intelligence, face à elle, comme leur antonyme et leur adversaire, mais explorer la manière dont la connerie peut se parer des attraits du discours et de la raison, tout comme la raison elle-même est toujours bordée, menacée de s'engluer dans la connerie. Je me souviens ainsi, ça m'est revenu quand je réfléchissais à cette intervention, d'une formule extraordinaire que j'ai lue il y a très longtemps chez Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique, et dans la fin du deuxième tome, la fin du deuxième tome de La démocratie en Amérique, Tocqueville raconte sa rencontre avec un riche planteur français d'ailleurs, qui était un ancien niveleur, aujourd'hui on dirait un mélanchoniste si vous voulez, c'est-à-dire un égalitariste farouche, et qui avait fait fortune aux États-Unis et qui avait du coup modifié du tout au tout ses opinions sous l'effet de cette modification de son statut social. Et Tocqueville l'entendait, l'écoutait, l'interrogeait, c'était sa méthode, il interrogeait tous les gens qu'il rencontrait, et il dit je fus surpris, écrit Tocqueville, de l'entendre discuter du droit de propriété, comme aurait pu le faire un économiste, de parler de la hiérarchie nécessaire que la fortune établit parmi les hommes, de l'influence des bonnes mœurs sur la République, et même de citer l'autorité de Jésus-Christ à l'appui de ses opinions. Et Tocqueville conclut son propos de ce discours, donc de ce transfuge de classe qui avait en un sens modifié ses opinions et sa pensée sous le coup de la transformation de ses conditions d'existence. Tocqueville écrit cette formule que je trouve géniale: « J'admirais en l'écoutant l'imbécilité de la raison humaine. » Alors, la sensibilité à la menace d'une nouvelle forme de bêtise qui serait produite par la tyrannie de l'opinion, encore une formule de Tocqueville, d'une bêtise donc qui ne serait pas le contraire de la raison, mais son double, l'élément dont elle n'a jamais fini de s'extraire et dans lequel elle risque de tomber. Françoise Gaillard a dû vous en parler à propos de Flaubert, mais il n'est pas le seul à avoir cette sensibilité. Tocqueville la partage, qui naît aussi au XIXe siècle, sans doute sous le coup de la Révolution démocratique, qui a mis tout le monde à égalité, sans plus de hiérarchie entre les êtres et les intelligences. Eh bien, cette sensibilité à la bêtise, aujourd'hui on dirait la connerie, se répand. Eh bien, il me semble que sous le nom de connerie aujourd'hui, c'est le même danger, le même danger qui nous guette, c'est-à-dire un danger qui n'est pas simplement au dehors, dans les formes de la connerie, qui sont certes multiples et diverses, mais c'est un danger intérieur, le danger de la bêtise. Et pour reprendre la formule de Tocqueville, la connerie la plus profonde, la plus redoutable, mais la plus admirable peut-être aussi, c'est la connerie de la raison humaine. Une connerie éloquente, argumentative, assurée d'elle-même. Alors comment faire pour la saisir, cette connerie rationnelle, si elle peut se travestir sur les oripeaux de la raison? Mieux, si elle menace la raison de l'intérieur même de son exercice. Vous me direz, c'est un peu le sens d'ailleurs de l'intervention de Frédéric Pagès à l'instant, c'est la difficulté qu'affrontait Socrate face aux sophistes. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le dialogue, à mon avis, un des dialogues les plus difficiles de Platon, ce soit le dialogue du sophiste, précisément parce que Platon met aux prises Socrate, le philosophe, face à son double, son adversaire, mais qui est aussi son double. Et quand toutes les définitions d'ailleurs que Platon propose dans le Sophiste du sophiste, qui est un chasseur intéressé par l'argent, qui est un chasseur intéressé par les jeunes gens, par les convaincus, qui fournit des armes de combat, etc., sont des définitions en réalité qui s'appliquent assez bien aux philosophes, de sorte que la frontière est assez instable. Eh bien, le petit exercice que je vais vous proposer aujourd'hui a justement pour ambition d'essayer d'éviter le piège du discours sur la connerie. Je me propose en effet de mettre sur la table, vous allez le voir dans un instant, un matériau brut, qui doit nous permettre de nous coltiner avec la connerie de l'intérieur. Alors ce matériau, je l'ai puisé dans une forme classique de la culture populaire, du divertissement grand public, qui est la forme de la caméra cachée.
Alors cette forme, elle a été inventée au milieu du XXe siècle, en 1948, à la télévision américaine. C'est vraiment une forme de la culture populaire. Au moment où la télévision commence à s'installer dans tous les foyers, un certain Ellen Funt a employé dans une émission qui s'appelait Candid Camera sur ABC. Et le concept s'est répandu. Il consistait initialement à piéger en un sens des anonymes en les soumettant à des situations grotesques, imprévues, tout en filmant leur réaction et celle du public, de leur entourage. Et elle a eu immédiatement un succès énorme. En France, il a débarqué la formule a débarqué dans les années 60, avec Pierre Bellemare, vous vous souvenez peut-être. Mais l'esprit démocratique initial de cette forme culturelle s'est peu à peu transformé, en particulier, je pense, sous le fait, par exemple, de sa déclinaison sous la forme de surprise-surprise, où progressivement on invitait non plus le commun des mortels, mais une star, un people, et où la curiosité était davantage pour voir comment la personne, en fonction de l'image que je peux avoir d'une star, comment est-ce qu'elle va réagir dans une situation surprenante. Et donc ça, on perdait un peu l'esprit initial qui, à mon avis, était un esprit philosophique. La forme de la caméra cachée, à mon avis, est plus qu'un divertissement, c'est un véritable outil philosophique. C'est ce que je voudrais essayer de penser avec vous cet après-midi. Un outil qui est, à mon sens, ignoré et sous-exploité, et qui mériterait d'être considéré comme une forme de culture populaire susceptible de bousculer nos conceptions arrêtées, en particulier de la connerie. Et parce que la connerie en particulier est un des éléments, un matériau privilégié avec lequel travaille la forme caméra cachée. Et donc, je vais essayer d'aborder cette forme et d'aborder la manière dont la caméra cachée travaille la connerie, un peu d'une manière expérimentale. Et d'ailleurs, c'est un courant philosophique que j'ai découvert il y a quelques temps, qui n'est pas encore très très connu d'ailleurs, qui est apparu, qu'on appelle aujourd'hui, qui est apparu à peu près dans les années 2000, qu'on appelle la philosophie expérimentale. Alors c'est quoi la philosophie expérimentale? C'est un courant philosophique qui se situe un petit peu dans la continuité de ce qu'on appelle les expériences de psychologie sociale. Vous avez tous sans doute entendu parler de l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, comment on teste la soumission potentielle d'individus lambda en les soumettant à des situations d'autorité, d'obéissance, pour tester leur degré d'obéissance ou de révolte. Donc ça, c'est des expériences de psychologie sociale. Celle de Milgram est la plus connue, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Mais il y a aussi, dans la pensée américaine, les Américains sont très pragmatiques, et donc ils reprochent à la pensée européenne, à la philosophie européenne d'être trop théorique, et ils aiment bien penser sur des situations et sur des cas d'espèce. Alors il y a les cas fournis par les expériences de psychologie sociale, mais il y a aussi ce qu'ils appellent des expériences de pensée morale. La plus célèbre parmi elles est l'expérience du tramway, le dilemme du tramway, dont vous en avez tous sans doute entendu parler, qui est un dilemme mis au point par Philippa Foot, une psychologue et philosophe qui avait imaginé donc une expérience de pensée, c'est-à-dire une situation hypothétique où vous êtes devant un tramway qui fonce, ne sait plus s'arrêter, et vous avez la possibilité, en actionnant une manivelle, de dévier la trajectoire du tramway pour faire en sorte qu'il n'écrase pas les 5 traminots qui sont en train de travailler sur la voie, mais un tramino sur une autre voie sur lequel vous allez dévier le tramway. Donc la question, on soumet, c'était à la fois à travers de sondages, Philippa Foot au départ, elle soumettait cette expérience à ses étudiants, et l'idée était donc de cerner les intuitions morales des individus. Est-ce qu'ils raisonnent en termes de conséquences, tuer 5 personnes ou plutôt ou préférer en tuer une, ou en termes de devoir, ne jamais actionner une manivelle. Et ça a eu un grand succès, il y a eu des déclinaisons d'ailleurs multiples de l'expérience du tramway, en particulier une que j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'au lieu d'actionner un levier, parce que les gens disent finalement actionner un levier pour sauver 4 vies, pourquoi pas, les gens l'admettent en grande majorité, mais la déclinaison la plus perverse, c'était l'idée que vous n'avez qu'une manivelle, mais vous êtes sur un pont au-dessus des rails, et qu'il vous faut pousser un individu obèse pour empêcher le tramway de continuer. Et c'est vrai que là, ça posait des questions un peu plus délicates en termes de morale, et qu'on voyait que la capacité des gens à actionner le levier chutait brutalement. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils ne voulaient pas être en contact physique? Est-ce que c'était parce que c'était plus une manivelle, donc c'était plus indirect? Est-ce que c'était parce que c'était des émotions qui étaient en charge et plus des principes? Bon, tout ça a fait l'objet d'une énorme littérature, mais c'était pour l'idée que, pour introduire cette idée qu'il y a un courant aujourd'hui de philosophie expérimentale. Une première tendance qui est la psychologie sociale, une deuxième tendance qui est l'expérience de pensée morale,
il y en a une autre dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est l'expérience du tour en bus de Feinberg, qui est vraiment excellentissime, qui est très drôle, qui est un peu, je dirais, déconnant selon Botul, mais qui est très stimulant. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième veine de cette philosophie expérimentale, et c'est une philosophie qui essaie de produire non pas des situations tant morales que des situations, oui, morales ou plutôt cognitives, et ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Exemple, donc on invente un petit scénario, exemple d'un scénario, une bergère pense qu'il y a un mouton dans le champ qu'elle observe de loin. En réalité, ce qu'elle aperçoit est un rocher qui ressemble à un mouton. Mais il se trouve que derrière le rocher, il y a vraiment un mouton. Doit-on considérer que la bergère sait qu'il y a un mouton, ou croit-elle seulement qu'il y a un mouton? Alors, chez nous, en Occident, les réponses sont très différentes. En Chine, par exemple, en Occident, on a l'idée que c'est une croyance. Elle croit, c'est une croyance puisqu'elle ne voit pas le mouton. Mais sauf que ça bouscule complètement notre définition même du savoir, puisque la définition du savoir est celle d'une croyance vraie. Or, en l'occurrence, la croyance est vraie, puisqu'il y a bien un mouton derrière le rocher. Donc voilà, donc c'est à partir de là, de ces petits scénarios, que la philosophie expérimentale essaie de bousculer nos intuitions. Dernier exemple que je trouve très intéressant et qui est en affinité avec les exemples plus prosaïques que je vais vous présenter dans un instant de caméra cachée, qui est un exemple proposé par Joshua Knobe en 2006, qui travaille sur l'intentionnalité morale. Le scénario qu'il invente est le suivant: un chef d'entreprise lance un projet qui n'est motivé que par la rentabilité, il veut que faire de l'argent, et il se moque complètement des conséquences positives ou négatives que ce projet va avoir sur l'environnement. Quand on demande aux participants de l'expérience si le chef a intentionnellement amélioré ou nui à l'environnement, ils vont dire qu'il a causé des dégâts intentionnellement et qu'il faut l'en blâmer si en effet il y a des dégâts. Mais s'il n'y a pas de dégâts sur l'environnement, le public va dire que le chef d'entreprise n'a pas intentionnellement amélioré l'environnement. Autrement dit, les conséquences de son action, du point de vue des intuitions morales de la majorité, les conséquences d'une action retentissent sur l'intentionnalité même de l'agent moral. Or, en morale, l'intentionnalité, elle fait fi des conséquences. C'est ce que vous voulez faire, la définition d'une intention. Et donc là, vous voyez, il y a un petit scénario qui bouscule la définition philosophique ou morale que l'on peut se faire de qu'est-ce que c'est qu'une intentionnalité morale. Eh bien, il me semble que ces petits outils, ou bien cette manière de poser les questions philosophiques, eh bien, on peut tout à fait utiliser la caméra cachée, bien qu'elle soit le produit de la pop culture et non pas des laboratoires de philosophie expérimentale américaine, eh bien, on peut utiliser la caméra cachée dans le même sens. Et c'est ce que je me propose de faire avec les caméras cachées de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pas uniquement parce qu'il est belge comme moi, qui s'appelle François Damiens, qui avant de s'imposer comme un acteur important dans le cinéma contemporain, il a eu une première carrière d'humoriste, et en particulier dans le genre de la caméra cachée qu'il a profondément renouvelé. C'était au début des années 2000, au même moment d'ailleurs que surgit la philosophie expérimentale. Alors, c'est sans doute un hasard, mais c'est significant, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Et donc, les caméras cachées de François Damiens, son personnage dans les caméras cachées s'appelle François l'embrouille. Et j'aime bien ce terme d'embrouille parce que précisément, il embrouille nos conceptions, il embrouille des situations pour voir comment les gens réagissent. Et c'est vraiment des tests, alors c'est pas du tout élaboré. J'avais d'ailleurs proposé à Jacques Serrano d'inviter François Damiens, qui est malheureusement en tournage à Montpellier et qui n'a pas pu venir, mais ça aurait été intéressant de l'interroger s'il avait une intention philosophique secrète ou explicite en montant ces caméras cachées, mais je ne crois pas en tout cas qu'il ait été en contact avec la philosophie expérimentale. Mais il n'empêche, il me semble que sous des personnages assez grotesques, c'est un garagiste d'un contrôle technique, un cuisinier de friterie, un vendeur de portables, Damiens incarne en général le personnage du gros con.
Plus rarement d'ailleurs le personnage du connard, c'est le connard au sens, je dirais plutôt, de celui qui est moralement problématique. Le connard, c'est celui vraiment qui est toxique pour son environnement. Le con, c'est moins évident. La toxicité du con n'est pas évidente. Et donc François Damiens incarne moins souvent le vrai connard, plus souvent le con, qui invective et déstabilise ses interlocuteurs en les confrontant à une forme de bêtise ou une forme de connerie, je dirais qu'il y a une sorte de délire qui est toujours au bord de la rupture à la fois avec ses interlocuteurs, mais au bord de la rupture aussi de la raison. Et on voit, c'est intéressant, le public ou ses interlocuteurs sont totalement saisis de son comportement, presque stupéfiés, étonnés, philosophiquement sans doute même étonnés. Et ça me fait penser que la connerie, en tout cas telle que la pratique François Lambrouille, peut être pensée comme une ressource. Celle qui consiste à donner sa chance, par exemple, aux pensées les moins nobles, les plus stupides. Il me semble que nous, êtres intelligents, nous ne cessons d'être habités par une sorte de surmoi rationnel qui condamne ou qui rejette toute une série de pensées secrètes, d'hypothèses, de désirs. Pour le désir, Freud l'a mis au jour, mais je dirais en termes rationnels presque. C'est des hypothèses presque ontologiques sur des détails qui pourraient avoir plus d'importance qu'on ne le pense, sur des petites choses. Les maniaques ont ce souci du détail. Mais il me semble que la connerie, justement, s'intéresse à ces détails et leur donne une amplification, on va le voir dans un sens. François Lambrouille ne cesse de tenir un point de détail de la réalité et il ne lâche pas. Et il soumet les gens, par exemple, il va, j'essaie de choisir un que je ne vais pas vous montrer dans un instant, mais une qui est très, très amusante, c'est dans un contrôle technique, il va être capable, si vous voulez, d'apparaître comme celui qui démolit la voiture. Et il va sortir toutes les pièces alors que la personne vient faire vérifier sa voiture. Il va démonter les pièces de la voiture une à une en engueulant la personne qui vient faire contrôler sa voiture en lui disant « mais qu'est-ce que c'est que cette voiture ?» Et il sort les pièces, il les détache progressivement. Mais il tient son affaire, c'est quelque chose qu'il improvise sur le moment et il ne lâche pas. Et le but est évidemment de voir comment est-ce que son interlocuteur va tenir. Et donc la connerie apparaît chez François Damiens comme une ressource de pensée. Elle apparaît aussi comme un risque, celui de ce que Botul appellerait, ou Frédéric Pagès, la déconnade, qui cherche, je dirais, à bousculer les attentes de la vie sociale. Dans la vie de tous les jours, on ne mesure pas combien nous attendons des autres des rôles prescrits. Nous attendons du chauffeur de bus qu'il conduit son bus. Nous attendons du cuisinier qu'il fasse son plat. Nous attendons et donc que les gens remplissent leur rôle. Et le personnage de François Lambrouille, c'est justement, il embrouille les attentes de la vie sociale, que ce soit celui d'un dentiste ou d'un contrôleur de péage, vous allez le voir dans un instant, de sorte à tester et même à ouvrir des possibles dans la vie sociale. Et enfin, je dirais, il me semble que la connerie telle que la pratique François Damiens, c'est une manière de confronter les autres aux limites de leur tolérance, de leur bienveillance, mais aussi, et ça c'est un peu de la psychologie sociale, de leur servilité. Jusqu'où êtes-vous prêt à faire ce que quelqu'un vous demande? Dans le cas par exemple du contrôleur dans un contrôle technique, à un moment donné il sort un pot d'échappement et il donne le pot d'échappement au propriétaire de la voiture et il lui dit non, il est pas mal, à moins qu'on l'abîme, regardez si on fait ça c'est pas bien. Puis il lui donne, il dit faites un peu, et le type commence à casser son propre pot d'échappement. Et donc là, on se dit, mais c'est pas possible, comment est-ce que quelqu'un peut en venir à se plier à une telle requête? Eh bien, en fait, si dans certaines situations, c'est quasiment du milligramme sauvage, si je puis dire, dans certaines situations, il suffit que la personne afférente nous demande de faire quelque chose dans des schémas d'action qui sont prescrits par la situation pour que nous les accomplissions. Et Damiens, l'embrouilleur, nous renvoie en un sens cette servilité comme une question philosophique à mon sens.
Et donc je vais vous montrer dans un instant quelques extraits que j'ai classés, et je dirais, on pourrait s'amuser à faire une sorte de typologie de la connerie sur la seule base du matériau que François Lambrouille nous donne. La première séquence que je vais vous montrer, c'est donc une séquence dans une friterie, et là il me semble que l'enjeu, on y reviendra dans un instant, mais l'enjeu je vais vous montrer deux petits extraits de 2 minutes. L'enjeu c'est vraiment, c'est oui. Oui, mais je vais me débrouiller sans. Et donc là, je dirais que c'est la connerie comme exploration de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un renonce à toutes les formes de bienveillance ou de civilité. Et en particulier, c'est de l'hygiène, parce que c'est donc dans une friterie, et le cuisinier est là, laisse tomber des frites par terre, mais les ramasse et les remet dans la barquette. Il prend une saucisse, il la met sous son épaule avant d'en faire un hot dog. Et donc, les gens sont là et c'est tellement énorme, si vous voulez, c'est pas des petits détails, c'est vraiment quelque chose de... Les gens sont tellement stupéfiés qu'ils sont presque interdits devant ce spectacle, ils sont privés de toute ressource. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement... C'est amusant, c'est très drôle, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt comment est-ce que Lambrouille creuse le sillon. Et c'est comme s'il voulait montrer, je dirais pas la bêtise, mais une forme d'humanité détachée, défaite de tout le vernis de la civilisation qui est celle de la vie sociale, et en premier lieu de l'hygiène. Mais donc, avant de gloser là-dessus, voici le petit extrait. Ah. Je fais quoi? Je le lance? Ah. Il n'y a pas de son. Oui. Ils ont trouvé les verres dedans. Oui, good. Bon. Les a repoussés. Excusez-moi. Mais je peux goûter? Non, je peux goûter. Ah non, elles sont froides. Je vous les réchauffe alors. Oh là là. Quoi? Non, je veux des trucs comme ça. Bah, vous avez des frites là? Faites-nous des frites. J'en ai ici, je vous les réchauffe si vous désirez, il n'y a pas de problème. Hein. Oh! Non, moi je vois ça me gonfler, hein? Ben ouais, mais je te gonfle, mais je mange pas ici. Du cave, hein? Ouais. Vous les mettez dans des barquettes? On va manger dessus. Hein? Je vais déjà vous demander de payer, ça fait plus cher qu'est-ce vous, monsieur? Voilà, 5,50 €. Oh, monsieur. Ah non, ouais, enfin, je vous mettez vos mains et vous les retirez quand j'arrive. Oh, non, rien. Pas bien nommé. Enfin, la preuve, la main de monsieur est là, vous étiez... C'est un matelas. Enfin, de toute façon, c'est lavé tous les matins, hein, c'est pas... Et je ne c'est pas ça. Faut pas prendre les gens pour des cons. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Alors, on ne sait pas trop bien dans cette scène-là qui est le con de l'autre, mais il me semble que ce qui est intéressant dans le personnage ici, alors il le décline de plein de manières, avec des personnages différents, et ça vaudrait la peine d'aller jusqu'au bout, parce que ça prend une dimension franchement délirante à la fin. Mais il me semble que la connerie ici, le type de connerie que Damiens met ici en place, tient à ceci que la connerie du personnage tient en fait qu'il ne mesure pas que ses manquements au savoir-vivre et à l'hygiène sont désastreux. Il ne voit quasiment pas où est le mal, de sorte qu'il suscite une sorte de dégoût, une sorte d'offense, et que, en même temps, il dit, mais dans le fond, il semble dire, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait à ce point respecter les bonnes manières? Et ça m'a fait penser à l'expérience de pensée dont je vous parlais en introduction, qui est une expérience de pensée très intéressante de Joel Feinberg, qui s'appelle Un tour en bus, A Ride in a Bus. Et Feinberg, qui est un libéral américain, avait eu l'idée que, vous savez, dans la pensée libérale américaine, il y a un grand principe qui est d'ailleurs aussi dans la Constitution française, qui dit, voilà, qui donne une définition de la liberté très simple. Il dit la liberté, ça consiste à faire tout ce qu'on veut, pour autant qu'on ne nuit pas à autrui. Et ce principe de la non-nuisance, qui est c'est le 3e article de la Déclaration des droits de l'homme,
les individus sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, pour autant qu'ils ne nuisent pas autrui. Ce principe de la non-nuisance qui a été posé par John Stuart Mill, grand penseur de l'utilitarisme anglo-saxon, eh bien, ce principe, soutient Feinberg, n'est pas suffisant pour toute une série de situations qui tiennent justement des questions d'offense et de dégoût en particulier. Et il imagine une petite expérience de pensée où quelqu'un serait dans un bus et il est obligé de prendre ce bus-là parce qu'il ne peut pas quitter le bus, mais il doit se rendre à un rendez-vous et donc il ne peut pas sortir du bus, et rentre dans ce bus-là progressivement des personnages qui sont de plus en plus offensants. Alors au début, c'est quelqu'un qui utilise son téléphone très très fort, on a tous connu ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui va se mettre qui pue, qui vomit. Ensuite, c'est quelqu'un qui, alors expérience plus surprenante encore, c'est une femme un groupe de pleureuses qui rentre avec un cercueil, qui se met à ouvrir le cercueil et à taper sur la tête du mort avec un marteau. Il n'y a jamais d'offense, vous voyez, de dommage réel. Vous ne subissez pas un dommage réel, c'est le mort, et ce n'est pas un être vivant, donc il n'y a pas de non-assistance à personne en danger. Mais quand même, est-ce que, demande Feinberg, il n'y a pas des moments où l'offense est suffisamment forte que pour qu'on soit fondé à réclamer une intervention pénale, éventuellement, une amende, contre ces expériences d'offense? Et il les définit comme ça, toute expérience qui ne produit pas de dommages au sens propre, mais qui est tellement désagréable que nous sommes fondés à exiger une protection contre elle-même, même si c'est au prix de la liberté des autres. Eh bien, il me semble que la question très contemporaine, d'ailleurs, de la susceptibilité est au cœur de cette expérience de pensée, à la fois de Feinberg et de François Damiens, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut préserver la susceptibilité des individus. Aux États-Unis, on instaure même des safe spaces, des espaces sécurisés pour préserver des offenses. Mais la question, le critère qu'introduisait, je trouvais qu'il était le bon, et qui est très présent dans l'expérience de Damiens, Feinberg disait, l'offense commence quand, disait-il, à partir du critère de l'évitement raisonnable. C'est-à-dire quand vous ne pouvez pas éviter l'offense que vous subissez. Si vous êtes dans un bus, éventuellement vous pouvez en sortir, mais si vous devez prendre le bus et qu'il y a quelqu'un qui commence à faire un esclandre et à hurler et à vous rendre la vie impossible, là vous subissez une offense. Eh bien justement, il me semble que dans l'expérience de Damiens, ce qui est plus subtil qu'on pourrait l'imaginer, il commence par demander à ces deux interlocuteurs de payer leur fuite. Et donc ils sont engagés déjà dans un contrat, ils ne peuvent pas s'en aller, et donc ils sont pris en otage d'un comportement délirant. Et la question, c'est que faire face à cela? Voilà une des questions, à mon avis, que pose cette expérience. Alors, une deuxième, si vous voulez bien, que j'aime beaucoup, c'est le dentiste devenu fou. C'est l'expérience cette fois-ci, Damiens tient un cabinet de dentiste. Excusez-moi, c'est à partir de la minute. Je voulais sélectionner à partir de la 5e minute. Voilà, il est dentiste et il soumet ses clients à des situations les plus loufoques les unes que les autres. Il les invite il teste leur soumission, mais il va en soumettre une à une situation qui est assez intéressante. Et là, c'est lui qui ronfle. Hein. Tu veux pas un petit gobelet d'eau? Un peu d'eau, là, si tu veux pas. Ça va, je vais brasser après, une fois que vous avez fait le détartrage. Ouais. Ah voilà. Pas que ça déborde, peut-être. J'imagine que l'eau commence à déborder ici. Souvent, nous, ça commence à ruisseler, et puis ça tombe dans le lac, et le lac qui commence à déborder. Les gens je dis, ouh, regarde ton eau en face. Il faudrait beaucoup d'eau pour ça. Ouais, il faudrait quand même que ça déborde. C'est pas un petit pipi comme ça qui va faire déborder l'air. Sauf si ça. J'imaginais déjà une fois avec un copain, un soir on délirait. On s'était dit, si tout le monde fait pipi dans le lac, le monde entier, il y a 6 millions d'habitants dans le monde. Oui. S'il y a 6 millions d'habitants qui font pipi dans le lac, à mon avis, à Genève, ils vont pas être contents. Hein. Ils vont dire, ça va ou quoi? Bon, allez, on va détartrer. Je vous donne ceci. Je vous laisse faire. Regardez. À droite, l'air. Et à gauche, l'eau. Allez-y. Oui, je suis ici sur l'ordinateur. Allez-y.
matin, là, au niveau du nerf, et ça fait vite, ça fait mal. Là, c'est de ma faute, j'ai pas fait 4. Non, moi, j'ai pas fait attention, en fait, je voulais en retirer une. Je l'en retirant. Je lui ai arraché ici, ici. Donc je l'ai endormi complètement. Moi, j'ai pas fait attention, en fait, je voulais en retirer une. Et en retirant une, j'ai un doigt creusé de l'un côté. Et alors, c'est parti en cascade. Il faut finir, là, avec une dent de devant. Il y avait sa gencive qui était en lambeau. Vous voyez, c'est lui qui pendait. Et en dessous, là c'est de ma faute, j'ai pas fait exprès. En rentrant avec la tenaille, j'ai écorché 2 dents. Donc, elles étaient cassées au niveau du nerf. Et ça fait vite, ça fait mal. Là, le sera le martyr, elle m'a dit, ça fait un mal de sien. Oh là là. Et un autre tiers qui est en procès avec moi, j'ai trébuché, j'ai la machine qui s'est mise en route et qui a commencé à tourner très vite dans sa bouche et qui a cassé, fragmenté toutes ses dents. Oh là là, vous me faites encore plus. Il avait des dents partout dans le cabinet, partout dans le mur. Elles étaient plantées dans le mur. Oh là là. Moi je veux. Attendez, je vais vous expliquer. Oui, non, c'est bon, Pour le moment, j'ai 4 procès sur le dos. Parce qu'en voulant arracher une dent, j'ai coupé la langue, sectionné la langue. Oh, mais vous arrêtez maintenant de me tout raconter ça, j'ai peur. Et l'appareil est rentré dans ses amygdales. Elle a été accrochée toutes ses dents sur le passage. Tout s'est mis en route. Les dents ont giclé dans toute la pièce. Je criais oh, comme ça. Et les dents partaient tous les côtés. Asseyez-vous deux. Non, je veux pas. Voilà, donc, elle s'en va, au moins, elle s'en va. Alors là, moi je retiens 2 choses que je trouve très très profondes. La première chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit scénario initial, il soumet l'idée, il y a le gobelet d'eau qui coule, et il envisage, tiens, mais si ce gobelet continuait à couler infiniment, si l'eau se répandait partout, comme un lac, ça se répandrait. Et là, c'est justement, c'est la connerie dans le sens où donner sa chance à une hypothèse ou à une idée qui nous vient. Il y a tout le temps des idées qui nous viennent, mais on se les interdit parce qu'elles sont des idées pas raisonnables, pas rationnelles, c'est des hypothèses totalement abscondes. Mais là, la connerie, telle que pratiquée, expérimentée par Damien, c'est l'idée de donner sa chance à un détail du réel et à lui donner une amplification pour transformer ce détail en un monde. Et ça m'a fait penser, il y a un très beau texte de Clément Rosset qui s'appelle « Le réel, traité de l'idiotie ». Et Clément Rosset définit le réel comme, je cite, « ce qui existe sans reflet ni double, une idiotie au sens premier du terme ». Et en effet, idios, donc on peut se dire que la connerie et l'idiotie communiquent, idios en grec signifie qui appartient en propre à quelqu'un. Ce qui est simple, il ne peut pas se dédoubler. Toute la pensée de Clément Rosset, c'est que l'idéalisme a conçu des doubles, des arrière-mondes, et que la sagesse philosophique, c'était de se concentrer sur le réel qui est là, et non pas de fantasmer des doubles possibles ou des mondes possibles ou imaginables. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce terme d'idiotie, on retrouve sa signification d'idiotie au sens de ce qui appartient en propre à quelqu'un. On le retrouve d'ailleurs dans idiosyncrasie, dans idiotisme, dans idiome. Et comment est-ce qu'on est passé de ce mot, de ce qui m'appartient en propre, à l'idiotie, c'est-à-dire la forme de la bêtise? Eh bien, c'est que l'idiot, c'est précisément celui qui pense et agit en fonction de ce qui lui appartient en propre, de sa particularité. C'est celui qui ne sort pas de lui-même, l'idiot. C'est celui qui reste à l'intérieur de lui-même, comme enfermé et incapable de sortir de sa manière de voir et de penser. C'est un défaut, mais il me semble que ce qui est intéressant chez Damien, c'est qu'il en fait peut-être une qualité. L'idiot, c'est celui qui va se tenir à un détail pour lui donner une amplification géniale, un monde qui serait dégoulinant d'eau, ou qui va se tenir juste à son idée à lui, mais sans du tout tenir compte des autres. Et c'est vrai que des individus qui ne tiennent pas compte de nous, on dit mais pour qui il me prend? C'est comme si je n'existais pas. On le vit comme une offense. Mais c'est intéressant aussi quelqu'un qui, j'ai une idée, je m'y tiens, et je ne vais pas me laisser perturber parce que les autres peuvent contenir, limiter dans ce débordement de l'imagination qui est en moi. Donc ça me semble une dimension
très présente dans la connerie telle qu'elle est pratiquée par Damiens, c'est une idiotie qui a la fonction de s'accrocher coûte que coûte, soit à un détail du réel, soit à une idée propre que je tiens et que je poursuis. Et en ce sens, à mon avis, elle a quelque chose de philosophique. Alors, troisième petit extrait, rassurez-vous, j'en ai que 4. Je vous en ai parlé en plus, c'est celui du, je ne vais pas y rester trop longtemps, c'est celui du contrôle technique, mais il est quand même assez remarquable. Voilà. C'est un beau foutoir en dessous, hein. L'équipe d'assainissement, le conduit. Oui. Donc il est au contrôle technique, il est descendu en dessous de la voiture, il est face au client et il est en train de lui dire que sa voiture c'est une catastrophe parce qu'il a mal conduit, parce qu'il est en train de l'accuser d'avoir démoli cette voiture qui est en réalité en parfait état. Magnifique. Oh ouais. Il va céder à tous les coups, il va céder. Voilà. Regarde ça. T'as vu? Escater, hein. Mais comment tu as pu rouler sans remarquer quelque chose? Vous avez du sentier de chimie, mais vous ne faites pas attention parce que quand vous voyez un jump cut, vous le sautez. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Ça va dresser, la féerie. Je soigne une voiture parce que j'aime bien ma voiture là. Vous êtes négligent. Vous en foutez, voilà. C'est vu juste avant. Ça va. Moi ça marche pas. J'ai fait toujours ma truc, je dis. Vous pensez à moi, bien le cendrier, s'il vous plaît? Il y a un cendrier, je dis, vous mettez ce que vous voulez. Je vais parler plus vite ou moins vite. C'est difficile ou moins difficile. Ça marche chaque fois. 4500 € par mois en moyenne. Tout en plaque. Plus mon salaire. C'est joli. Ah ben, on va te Et il travaille avec la police. Alors, je le fais d'acheter une baguette de shit dans le parti du tapis. Hein? Et mes porte flics qui les arrêtent. Là, eux font le même, ils demandent. Là, 400 €. Non, c'était vraiment pourri, quoi. Ouais, entièrement. Ça, vous voulez récupérer? Et ça? Non, hein. Je l'ai dans combien? D'accord. C'est quoi? Je m'en fous. D'accord, je vais chercher une pièce, il arrive, continue, il arrive. Donc le type tape sur son propre pot d'échappement. Hein. Ça, c'est le passage intéressant. Je sais pas, il m'a dit de taper l'amortisseur. Pour réparer lui-même votre voiture. Non. Il m'a fait une proposition pour la réparer moi-même, mais lui-même. Mais je comprends pas ce qu'il veut là. Il veut aller la reprendre chez lui et la réparer. Pas l'argent, parle à la direction. Réparer votre voiture tout seul, ça serait pas ça. Et c'est lui qui m'a dit de le taper. Oui, mais il faudrait savoir. Vous êtes en train de vous prendre, vous êtes avec vos dents. Je veux pas la réparer ici. Mais là, je vous prends en flagrant délit, monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Mais il m'a dit de taper l'amortisseur là pour eux. Et donc voilà, donc il est pris en flagrant délit par le collègue. Et là, je dirais, c'était vraiment de l'expérimentation de la psychologie sociale. Et il y en a dans la même veine, à un moment donné, il y a une femme qui arrive et qui lui dit qu'elle était chez le garagiste et il lui dit que sa voiture est dans un état pitoyable. Donc il va appeler le garagiste, il va hurler sur le garagiste. Et puis après, il va dire, mais vous savez, finalement, il n'a rien fait dans ma voiture, ce garagiste. Ah bon? Et puis, il passe à autre chose. Et il me semble que la connerie, c'est aussi ça, l'idiotie, au sens de Clément Rosset et de Damiens. L'idiotie, c'est la capacité qu'ont, nous sommes des êtres rationnels, au sens où quand nous nous abandonnons à une colère ou à une humeur, nous y tenons. Et même vis-à-vis de nous-mêmes, nous disons, si je me suis mis en colère, c'est quand même que je vais aller jusqu'au bout de mon truc, parce que sinon ça n'a pas de sens. Alors que Damiens, François Lambrouille nous dit, mais dans le fond, on pourrait très bien passer d'une humeur à l'autre et abandonner, s'il n'y a pas de raison de tenir à une humeur particulière, eh bien, abandonnons-la, passons à autre chose. Et c'est à la fois délirant, parce que nous considérons qu'il faut quand même une économie de nos passions. On ne peut pas se mettre en colère, hurler sur quelqu'un pendant 10 minutes, pour la minute d'après lui dire « Salut, ciao, bonsoir ». Bien, il y a peut-être aussi une sagesse dans cette capacité d'abandonner, de ne pas se livrer entièrement ou rationnellement à toutes nos humeurs. Et puis alors, le dernier que je voudrais vous montrer, hein, excusez-moi, là, j'ai pas le lien, c'est le péage autoroute, parce qu'il est quand même assez remarquable. Voilà. Pour des raisons évidentes d'écologie,
voyez déjà la tenue du contrôleur de... Nous, ne les entend pas. Vous comprenez? Donc vous me dites, oui monsieur, vous avez raison. Pas tout à fait raison, là, pour l'instant. Pourquoi? Parce que si vous étiez rappelé, je serais déjà pas. Et alors? Là, au moins, je vous éduque. En tout bien, tout honneur. Vous allez à la journée, là? Oui. C'est quand même pas très écolo, hein, honnêtement, entre nous. Mais c'est pas pour faire le moralisateur, mais pour avouer aussi que vous faites combien de kilomètres pour les causes sur l'île? Sur Maxime. Non, directement sur la truc de... Si tout le monde dit c'est notre problème, et sur Allez, à fond. on n'a pas tiré l'auberge, hein. On t'en va. Et encore bien documenté. C'est le son. C'est le son. On n'entend pas, c'est pas grave. Donc, mais l'essentiel du sketch est le suivant, c'est le fait que ce qui est intéressant là, c'est qu'à un moment donné, on est vraiment dans une caméra cachée, un petit peu un dispositif amusant où la colonne où travaille François Damiens s'arrête à un moment donné, toutes les autres voitures peuvent continuer à passer et chez lui ça ne marche plus. Et donc il appelle, il dit ah oui, hors de la police, là on a décelé une faille c'est le passage sur l'île de Ré, on a dépassé une faille sur l'île de Ré et le tunnel ne peut plus accueillir de voitures. Toutes les autres voitures continuent à passer, donc les types se trouvent derrière leur voiture, se disent mais c'est pas possible, moi je ne peux pas passer alors que tous les autres passent. Alors on lui explique, oui, mais il y a une faille, il y a un risque d'effondrement, etc. Et progressivement, Damiens prend fait des causes pour la personne, et là c'est la figure de la connerie comme une situation où un individu est incapable ou refuse de considérer qu'il doit peut-être traiter différemment des autres. Il me semble que cette question du traitement égal est au cœur de la connerie. D'ailleurs, face à un connard, face à la connerie, on en parlait tout à l'heure, on se demande tous, mais pour qui est-ce qu'il me prend? Qui est-ce que je suis? C'est la considération égale dont je peux jouir vis-à-vis de la connerie. Et là, en prenant fait et cause de manière totalement presque excessive pour une situation particulière, on retrouve l'idiotie de Clément Rosset, eh bien François Damiens fait de la connerie le levier de la justice contre un traitement inégal. Voilà, donc ça c'était les quatre, je pourrais encore vous en présenter 5 ou 6, mais c'était mon idée, c'était donc de vous présenter une petite typologie, où on retrouve, je dirais, 4 grandes dimensions de la bêtise. La bêtise comme abandon du vernis de civilisation, du vernis de culture, c'est un peu freudien. La connerie comme exploration de cette humanité qui aurait abandonné le vernis de la culture. Deuxième visage de la connerie comme expérience de l'idiotie, de l'exploration d'une idée ou du fait de tenir à son idée à soi sans considération pour les autres. Et puis, je dirais, une dimension plus sociale, la connerie comme mise en question de notre servilité ou de notre incapacité à considérer que nous pouvons avoir un traitement différencié par rapport aux autres. Voilà quelques pistes, mais il y en aurait beaucoup de cette expérience de pensée que propose, à mon avis, François Damiens dans ses caméras cachées. Merci de votre attention, j'espère qu'elles vous auront stimulé comme moi. Merci.